Mardi 19 septembre 2023, bonsoir et bienvenue dans le 19h45 de la télévision Labari. Ce mardi matin, les officiers de la douane promotion 2021 s'étaient rassemblés à la direction générale des douanes à Niamey. Ils voulaient ainsi en savoir plus sur le sort réservé à leurs affectations en souffrance depuis février 2022, c'est-à-dire qu'il y a déjà 1 an, 7 mois. Nafissatou Yahya et Nasser Seydou. C'est le énième mouvement d'humeur organisé ce mardi 19 septembre 2023 par ces jeunes officiers spécialistes de douane en fin de formation depuis plus de 2 ans. Ces jeunes officiers douaniers revendiquent leurs droits. En effet, après leur intégration à la fonction publique et l'acquisition de leur numéro matricule, leur situation n'a pas encore bougé. C'est toujours le statu quo. Depuis le 2 février 2022, date à laquelle le Fofan qui nous a formés nous a définitivement mis à la disposition de notre administration. Nous venons souvent ici pour un rassemblement de routine afin de nous enquérir de l'évolution de notre dossier. Nous ne pouvons pas directement dire que c'est telle personne ou telle personne, mais tout ce que nous savons, il y a eu des instructions récemment, et le 6, plus précisément le 6 septembre 2023, donc par le ministère de tutelle, qui est le ministère des Finances, à notre administration qui est la douane. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours en attente de l'exécution de ces instructions. Face à cette injustice dont ils estiment être victimes, ces jeunes officiers douaniers demandent la réparation. Ils ont profité également de cette occasion pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP dans sa détermination pour défendre la patrie. Par rapport aux nouvelles autorités, nous allons profiter de vos caméras pour apporter d'abord notre soutien total au CNSP suite aux événements du 26 juillet 2023 qui a conduit à la mise en place du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la tête du général Abdraman Chani, président du CNSP. Nous allons également lancer un appel à toute la population et au CNSP pour dire que notre promotion ici présente est l'exemple parfait de l'injustice sociale, de l'arbitraire et de la mauvaise gouvernance, notamment entretenue par l'ancien régime. Sinon, comment comprendre le maintien en chômage pendant 3 ans de 53 jeunes officiers légalement admis et formés à l'EFOFAN dans un contexte d'insécurité nationale et sous-régionale? Comment prétendre à un travail lorsque certains emplois publics sont exclusivement réservés à une certaine catégorie de personnes? Nous osons espérer que le CNSP va rapidement réparer cette injustice en procédant sans délai à notre affectation afin de nous permettre de servir notre chère patrie. Ces jeunes officiers douaniers se disent prêts à servir le pays partout sur le territoire national, car, disent-ils, ils ont été formés pour cette mission. Le 15 septembre 2023 est désormais une date inscrite en lettres d'or dans l'histoire des pays des 3 frontières, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et pour cause, c'est à cette date que les chefs d'État des pays du Liptako ont annoncé la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, pour la lutte contre le terrorisme. Une alliance fortement saluée par les populations des 3 pays en proie au terrorisme. N'est-ce pas, Adam Soumana et Sadou Doumi? Longtemps meurtris par les attaques terroristes, les pays dits des 3 frontières, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont finalement décidé de conjuguer leurs efforts afin de prendre le taureau par les cornes.
Une synergie d'action contre les forces du mal qui s'est vue actée à travers la création de l'Alliance des États du Sahel par les 3 chefs d'État le 15 septembre 2023 à la satisfaction notamment des analystes sur les questions sécuritaires. Le document qui a été signé en tout cas par les 3 chefs d'État le samedi passé vient conforter cette volonté des autorités des 3 pays à travailler la main dans la main dans le cadre donc de la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité transfrontalière. Vous savez, le terrorisme, vous avez vu, on a mis 12 ans déjà dans le combat. Et puis bon, moi je me dis que c'est au moins une bonne chose que de savoir que ces 3 armées-là travaillent de concert pour essayer d'éradiquer le mal. N'oubliez pas, le Niger et le Burkina Faso, l'ex-Haute-Volta, avant même la pénétration coloniale, ont eu à travailler, en tout cas ensemble, avec le général de Ndunga Liboré qui s'appelait à l'époque Babatou, vers la fin du 19e siècle. Babatou a aidé les Moussi, souvent dans leur lutte contre les autres peuples. Il est allé jusqu'à 30 km de Ouagadougou. Et il a aidé aussi les Grunsi et un certain nombre de peuples. Donc cette alliance, en réalité, de mon point de vue, vient conforter des relations déjà anciennes qui ont été réactivées par Tchani et qui, à ma foi, vont s'étendre dans le temps. La date du 15 septembre, c'est une date mémorable, en tout cas pour le comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale, et tous les citoyens nigériens épris de paix et de justice. C'est le lieu ici de saluer et de remercier la hauteur d'esprit de ces 3 valeureux chefs d'État pour avoir eu cette idée et de la mettre en œuvre. Et ce qui est important en plus, c'est qu'ils n'ont pas fermé la porte. Tous ceux qui souhaiteraient adhérer ultérieurement, la porte est ouverte, à condition bien sûr qu'ils acceptent les conditions qui sont contenues. C'est pour nous un réel plaisir d'accueillir la création de l'Alliance des États du Sahel, qui, si vous voulez, représente le G5 ressuscité dans la plus belle manière. Pourquoi? Vous savez que ces mêmes États étaient dans le G5 Sahel. Malheureusement, ce G5 a été instrumentalisé. Ce G5 a été colonisé par les Occidentaux et notamment la France, qui, il vous souviendra, déjà après sa création, s'est constitué en mobilisateur de fonds pour le G5 Sahel. Donc du coup, les résultats escomptés pour cette noble institution n'ont jamais vu le jour. Faut-il le souligner, la création de l'Alliance des États du Sahel a été motivée par le constat amer de l'échec de la politique sécuritaire adoptée dans la zone des 3 frontières avec l'appui des forces étrangères. L'alliance en question est née du constat que les forces auxquelles nous avons fait appel pendant une décennie ont été incapables de nous aider à éradiquer le terrorisme. Bien au contraire, certaines sont même soupçonnées d'être derrière les terroristes, en l'occurrence les forces françaises. Pendant ces 10 ans-là, rappelez-vous, des puissances sont sur notre sol au motif de nous aider à combattre. Au contraire, au lieu que le terrorisme recule, nous le voyons chaque jour s'étendre jusqu'à vers le golfe de Guinée. Et donc, ça veut dire que la présence étrangère, les puissances étrangères, les États-Unis et la France, cette présence-là n'aura servi pratiquement à rien du tout. Macron dit que sans l'intervention française au Mali, nos pays se seraient effondrés. Mais je pense qu'il va à contre-courant de l'histoire. Notre pays n'a jamais été aussi menacé que sous le régime de Issoufou. Et ce pays-là a toujours su se défendre sans vous avoir à faire appel à des forces extérieures qui viendraient s'installer. Rappelez-vous, on a fait face à des rébellions. Ces forces étrangères-là ne viennent pas pour nous aider. Ils ont un autre agenda. Sinon, on ne peut pas comprendre avec le matériel sophistiqué de dernière génération, comme on aime dire. Tout ce qu'ils ont là, ils n'ont pas pu mettre fin. Non. Donc, vous savez, tout est une question de volonté. S'il y a la volonté, on peut réussir. Et nous croyons à la prise de conscience de ces 3 responsables que sont les présidents du Burkina, du Mali et du Niger. Malgré leur pauvreté, en tout cas, ils sont animés de volonté, parce que tous, rappelons-le, que tous les 3 là, ils ont pris le pouvoir à cause de la mauvaise gestion de la sécurité dans leurs pays respectifs.
nos 3 États peuvent s'en sortir. Pourquoi? Lorsque l'ennemi attaque le Niger et qu'ils partent se réfugier au Mali, au Burkina, et qu'on n'a pas la possibilité de les poursuivre, naturellement, on ne va pas s'en sortir. Lorsque quelqu'un attaque le Burkina et qu'il veut se réfugier au Niger et que les forces burkinabées n'aient pas la possibilité de venir intervenir au Niger, il y a un problème. Et vous avez vu, en amont à la création de cette alliance, nos 3 États se sont entendus pour que lorsque l'ennemi attaque l'un ou l'autre pays, qu'on puisse lui donner la possibilité de venir attaquer, de venir poursuivre l'ennemi. Et je vous promets que donnez-nous un an au maximum, vous allez voir que la situation dans le Liptako-Gourma va changer. Ainsi, les populations du Liptako-Gourma gardent l'espoir d'un retour de la paix dans leur espace grâce à l'avènement de l'Alliance des États du Sahel, car sachant qu'elles peuvent toujours compter sur les valeureuses forces de défense et de sécurité des 3 pays qui n'ont jamais failli dans leur bravoure héritée de leurs ancêtres. Des ancêtres qui ont fait leur preuve dans l'armée que l'ancien pays colonisateur, par ingratitude, appelait ironiquement tir ailleurs. Des tirs ailleurs qui ont versé leur sang burkinabé, malien et nigérien pour faire de la France une nation libre dont aujourd'hui certains de ses hommes politiques, à l'image de Zemmour par mépris, traitent les Africains d'ingrats vis-à-vis de la France. Le plan stratégique de développement quinquennal de l'EMIG est l'objet depuis ce mardi matin d'un atelier de validation. Et c'est dans la salle de conférence de l'école des mines, de l'industrie et de la géologie que le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Seydou Mamadou, a présidé l'ouverture du dit atelier. Atelier résumé ici par Aboubakar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Il s'agit ainsi, à travers cette rencontre, de procéder à la validation du plan stratégique du développement quinquennal 2023-2027 de l'école de mines, de l'industrie et de la géologie EMIG. Dans son discours d'ouverture, le directeur général de cette école s'est réjoui de la pertinence des acteurs qui procéderont à l'examen du dit plan. C'est pour moi un honneur de vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir répondu présent à notre invitation à ce jour de validation officielle de notre plan stratégique de développement. Je ne doute pas que votre présence à cet atelier soit un signe éloquent de l'importance que vous attachez à la gestion concertée de notre système de formation. Il me plaît ici de saluer la présence de nombreux partenaires pédagogiques et sectoriels qui ont accepté de faire le déplacement pour partager leurs connaissances avec nous. Je suis sincèrement ravi de vous accueillir et convaincu que nous allons mener de grandes réflexions au cours de cet atelier qui nous réunit aujourd'hui. Le contexte actuel de l'évolution technologique exige à nos institutions non seulement des méthodes de formation technique et d'apprentissage innovantes, mais aussi et surtout la mise en place des stratégies de gouvernance administrative et pédagogique afin de répondre au mieux aux attentes du marché du travail. Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Seydou Mamadou, a parlé des belles initiatives qui permettent à l'EMIG de conserver sa grandeur et sa qualité. Après l'étape d'auto-évaluation qui vous a permis d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour la bonne marche de l'EMIG, vous êtes passé à l'étape suivante en élaborant un plan stratégique de développement, objet du présent atelier de validation. Je vous demande de vite passer aux étapes suivantes d'élaboration du plan opérationnel, puisque c'est l'étape suivante, et du premier plan d'action annuel, le premier PA. En effet, ces différents outils sont très précieux pour l'aide à la décision, pour l'aide à la bonne gouvernance de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche. C'est pourquoi j'exhorte tous les établissements, publics comme privés, à disposer de ces outils d'aide à la décision qui facilitent une bonne évaluation de leurs performances en tant qu'institution d'éducation. A noter enfin que ce plan, il faut adopter, permettra à l'EMIG de se doter d'un document stratégique au travers duquel les actions et les projets de l'école vont désormais être menés.
La viande, je ne vous apprends rien, est un aliment de grande consommation au Niger. Pourtant, qu'elle soit cuite dans les préparations ou grillée, la consommation abusive de la viande a des répercussions négatives sur la santé. Cela peut provoquer des maladies comme la goutte qui s'attaque généralement aux membres inférieurs du corps. Découvrons cette maladie avec Sakina Sadou-Gazibo. La crise de goutte est une maladie inflammatoire de l'articulation qui est liée à la consommation abusive de la viande rouge. Elle se manifeste à travers quelques signes et symptômes. C'est un trouble, d'une manière générale, du métabolisme des purines. Les purines, ce sont des éléments qui sont à la base d'augmentation du pôle d'acide urique. C'est des éléments chimiques qui fait que on a une hyperuricémie dans le sang. Donc, si vous remarquez sur les dosages biologiques dans le sang, dans les examens qu'on demande souvent, c'est le taux d'acide urique. Donc, acide urique, c'est en relation avec éventuellement, pour chercher une augmentation de ce taux-là qu'on appelle hyperuricémie. Et quand ce taux est élevé, très souvent, dans le sang, il y a une transformation sous forme de cristaux et qui se dépose préférentiellement au niveau des articulations ou bien au niveau d'autres structures para-articulaires. Donc c'est ce que quand ça survient sur un mode aigu, donc rapide, ça donne une douleur au niveau du lieu où ces microcristaux-là se précipitent et la personne elle a très mal. Et donc ça devient une situation de crise au niveau articulaire, ça devient une crise de goutte. Selon le nutritionniste, pour se mettre à l'abri de cette maladie, il faut consommer la viande avec modération. Il ne faut pas simplement être dans la consommation excessive de viande, il faut avoir des aliments comme le soja qui contiennent également des protéines, des aliments comme le niébé. Donc lorsqu'on a une alimentation, l'homme étant omnivore qui consomme à la fois des produits animaux et végétaux, donc il est important d'alterner les sources de protéines en ne se basant pas que sur la consommation de la viande. Donc il faut consommer d'autres sources. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, lorsqu'on se décide de consommer de la viande, il faudrait savoir qu'il y a des normes. L'OMS recommande que par rapport à la viande rouge, vraiment, il n'est pas conseillé de dépasser autour de la quantité de 100 à 150 grammes de viande rouge par jour. Au-delà, on a un facteur de risque plus important, soit de faire la goutte, ou lorsqu'on a déjà la goutte, de faire des crises de goutte de façon plus fréquente. Donc, il faudrait modérer la consommation de la viande rouge. Lorsqu'on a la goutte, on peut éviter les crises de goutte de façon régulière, simplement en ayant une bonne consommation de l'eau. De façon générale, l'eau, elle est importante pour tout le monde, encore plus pour la personne qui souffre de goutte. Éviter de consommer la boisson alcoolisée lorsqu'on a la goutte. Lorsqu'on ne l'a pas, la consommation des boissons alcoolisées peut être un facteur favorisant. Et l'autre conseil que je donnerais, c'est vraiment par rapport à la consommation des fruits et légumes. Il est important, lorsqu'on a la goutte également, de consommer beaucoup de fruits et légumes parce que ce sont des éléments qui sont importants, qui sont des éléments protecteurs. Consommer plus de fruits et légumes, ça peut être favorable non seulement à une meilleure élimination des urines, ce qui va avoir un effet sur l'élimination du poison que j'ai évoqué. Donc il faut consommer régulièrement des fruits et légumes lorsqu'on a la goutte. Lorsque la personne a la goutte, c'est vraiment de pratiquer une activité physique régulière. Même conseil chez les médecins qui recommandent de ne pas consommer beaucoup de viande car cette maladie peut nuire gravement à la santé. Elles sont dans différents médias de la place tout au long de ces grandes vacances pour des stages pratiques. Les étudiants et étudiantes de l'École des sciences de la communication et des médias, ESCOM, ancienne EFTIC, disent avoir acquis une expérience importante pour leur formation. À la veille de la fin de ces stages, ils ont surtout été confrontés à la réalité du terrain après les cours théoriques suivis à l'école. Cheikh Idrissa et Cheikh Guisso nous en disent davantage. Chaque année, l'École supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM offre à ses étudiants, dans le cadre de leur formation,
un stage pratique d'une période de 2 mois afin d'acquérir une expérience professionnelle. À quelques jours de la fin de cet apprentissage, les stagiaires ont acquis des expériences tout en ayant l'opportunité d'observer et de participer à la réalisation des différents projets audiovisuels. Les gens, ils sont sympas, tout le monde essaie de nous apprendre et vraiment, il n'y a pas de difficulté. Bon, c'est qu'on avait compris que les gens disent qu'ils t'envoient partout. Nous, on n'a pas senti ça. Vraiment, quand on est venu ici, les gens, ils nous respectent. Ils essayent de nous apprendre et c'est intéressant. J'ai eu beaucoup d'expérience et je dirais aussi que ce stage, on doit la maintenir parce que ça permet d'apprendre beaucoup de choses, vraiment. Ça se déroule très bien comme on le croit. Oui, on n'a aucun problème ici à Kalangou. Tout se passe dans les normes, dans des conditions. On a eu à apprendre plusieurs, notamment ici à la département des techniques. J'ai trouvé des superviseurs qui sont excellents dans le domaine. Ils m'ont beaucoup appris, beaucoup de choses. Et avec aussi les appareils qu'ils ont l'habitude d'utiliser ici, qui sont des technologies différentes de ce qu'on en a l'habitude de voir à l'école. Ce n'est pas à comparer. Donc j'ai fait des grandes découvertes, sûrement ici. Comme on dit, difficulté, ça ne manque pas, mais ce n'est pas du tout, c'est passager, on peut gérer. C'est juste au début, et ça aussi, c'est un peu l'autre humain comme ça, c'est juste au début. Avant que les gens puissent se comprendre, le début n'a pas été du tout facile, mais quand même, on n'a pas assez de difficultés à se voir entre nous. Oui. Pour leur part, les encadreurs se disent satisfaits de leurs compétences et donnent quelques conseils aux stagiaires. Ces jeunes sont ponctuels, participent activement aux réunions de rédaction. Ces jeunes vont sur le terrain pour des reportages, qui sont sur le terrain en train de voir comment les aînés travaillent et dans quelle situation ils peuvent se retrouver dans quelques années. Donc je dirais que ces étudiants jouent leur jeu, ils font le travail qu'on leur demande de faire, ils sont ponctuels, assidus et nous espérons qu'ils seront également des futurs journalistes dignes de ce nom, leur dire que si c'est pour s'enrichir, de changer de métier. En journalisme, on ne devient jamais riche. En journalisme, on se sacrifie pour la population. En journalisme, on cherche à donner de la bonne information, de l'information vérifiée et vérifiable. La fin des stages pratiques pour les étudiants de l'ESCOM marque la fin d'une expérience enrichissante pour ces derniers. Grâce à ces stages, ils ont pu acquérir des compétences techniques spécifiques à leur domaine d'études. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15 et à 12h45. Vous suivrez d'autres éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. À très bientôt.